BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30 en ce mercredi, très heureux de vous retrouver et bienvenue sur le plateau de Tech Co, bienvenue dans BFM Business et votre rendez-vous, vous le savez, dédié à la tech tous les soirs de 19h30 à 21h, radio-télé, replay, podcast aussi bien sûr, juste après, avec au sommaire en ce mercredi soir dans Tech Co la quotidienne, eh bien on va revenir sur la grande soirée que nous a proposée Google hier. On a évoqué quelques-unes des annonces en direct hier soir, mais on va revenir et vous faire un condensé de tout ce qui a été présenté. On parlera aussi de ce projet d'IA Gigafactory en France, d'un montant de plus de 10 milliards avec beaucoup d'acteurs d'industrie de la tech. Là aussi, on va faire un point là-dessus. Et puis tout à l'heure, ce sera notre rendez-vous avec la Banque des startups LCL. Fabrice Marcella sera là et on évoquera, puisque nous sommes au cœur de ce festival de Cannes, l'IA et la vidéo. Vous verrez que c'est un sujet passionnant, bien sûr. Tech Co la quotidienne, c'est parti. Un grand merci d'être avec nous comme chaque soir. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'ActuTech ce soir, avec sur le plateau de Tech Co Fanny Bouton. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Fanny qui est directrice quantique chez OVH Cloud. Tout va bien Fanny? Écoute, toujours. Est-ce que tu t'en sors avec le quantique? Est-ce que tu veux qu'on en parle ce soir? Non, on en reparlera pendant Vivatech, tu vas voir. On va avoir plein d'annonces, plein de choses chouettes. Mais c'est vrai que bientôt il y a Vivatech. Il y a bientôt Vivatech. Et si, alors vendredi, soit à l'écoute, le président de la République va annoncer son plan pour V2 qui a de fortes chances. Suivez, vous allez voir. Il y a des choses. On va avoir plein de choses à raconter la semaine prochaine alors. Oui. Voilà. Et puis Vivatech, bien évidemment, qui se profile à l'horizon comme chaque année. Ça sera les 10 ans de Vivatech, donc ça va être, à mon avis, un bel événement. Fanny, donc, qui est avec nous ce soir. À tes côtés, c'est Stéphane Zibi. Salut Stéphane. Salut François. Un vrai plaisir que de t'accueillir. Tu es consultant, spécialiste en transformation numérique et en IA. Et puis Jérôme Marin. Voilà. Salut. Jérôme qui est avec nous. Jérôme, fondateur de cafetech.fr. Et encore une fois, je vous invite chaudement à vous abonner à la newsletter de cafetech.fr pour avoir toute l'actualité de la tech vue par Jérôme chaque jour quasiment. Quasiment, En tout cas très souvent. Pour débuter donc, la Google I.O., je vous le disais, on en a beaucoup parlé hier soir, c'était au siège de Google à Mountain View en Californie. Le géant américain a dévoilé sa vision de l'intelligence artificielle pour les années à venir avec un plan quand même très ambitieux. Mélinda Davansoulas, qui est journaliste à BFM Tech que vous connaissez, était sur place. Elle nous résume les grosses infos à retenir et après, bien sûr, on revient sur ce plateau. La productivité, elle va tout simplement changer. Ça commence par un nouveau modèle présenté ici, Gemini 3.5 Flash. Alors figurez-vous qu'il sera 4 fois plus rapide que les modèles traditionnels que l'on connaît chez Google et ailleurs, et surtout 2 fois moins onéreux. Ça appelle forcément à la généralisation. Il y en aura aussi un modèle Gemini Omni pour les créatifs. À partir d'un texte, d'une photo, d'un son, vous allez pouvoir créer la vidéo de vos rêves. En tout cas, les agents autonomes sont là pour tout faire. Ils fonctionneront même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même si votre ordinateur ou votre smartphone est fermé, ça s'appelle Gemini Spark. Ça va être capable, en fonctionnant depuis le cloud sur des machines virtuelles, de trier tous vos documents, de vous faire des notes de synthèse, un résumé des mails reçus pendant la nuit, un véritable assistant en somme. Et même pour vos achats, figurez-vous, Gemini intervient, le panier universel est annoncé. Ce sont des agents qui vont pister les produits que vous voulez acheter, surveiller les variations de prix, s'ils sont en stock ou pas, et même trouver les bouts de réduction qui vont avec. Avant de faire les achats, vous n'avez plus rien à faire. Il faut dire qu'en un an, Gemini, l'application est passée de 400 millions à 900 millions d'utilisateurs par mois. Forcément, ça donne des idées à Google. Reste à savoir désormais ce qu'il restera à l'être humain à faire. Peut-être parler simplement des exploits de ces IA. Donc, bien sûr, on voit que Gemini atteint sa vitesse de croisière et elle est très impressionnante avec énormément d'annonces hier soir. Omni, c'est quand même assez impressionnant. Peut-être qu'on va commencer avec Jérôme et puis après, on va échanger là-dessus. Il y a Omni, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui t'a impressionné durant cette keynote? Alors déjà, il faut bien dire, moi je pense que ce qui est impressionnant, je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas qui est important, c'est que Google, il y a une force de frappe que n'a pas forcément d'autres acteurs. Il y a plein d'annonces, il y a plein de produits où ils peuvent mettre de l'IA finalement, ce qu'il n'y a pas par exemple Apple, ce qu'il n'y a pas forcément OpenAI ou Anthropic. Et puis ils concentrent toutes leurs annonces, la plupart des annonces sont concentrées à un événement, donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont présentées.
D'ailleurs, peut-être même trop de choses. C'est-à-dire que c'est compliqué pour nous, journalistes, de faire un point sur tout ce qui a été présenté. Après, c'est dans la tradition, la Google I.O., ça a toujours été comme ça. Avant, c'était Android, maintenant, c'est Gemini ou l'IA. Et il y a eu un autre événement Google la semaine dernière, justement. Parce qu'en fait, ils ont sorti Android de Google I.O. pour le mettre à un événement spécial. Moi, je trouve que ce qui était intéressant, au-delà des annonces, c'est... Finalement, il y a 6 mois, on se disait tous ah là là, Google, ils ont tué le game, on va dire, avec Gemini 3, ils ont dépassé OpenAI. Et là, ces dernières semaines, on se disait plutôt ah mais en fait, ils sont où dans le code ? Parce qu'aujourd'hui, le gros nerf de la guerre, c'est le code informatique. Ouais. Et ils ne sont pas forcément présents. Donc là, ils ont beaucoup insisté sur ça et beaucoup insisté sur l'argentique également, où ils étaient un peu moins présents. Et si on regarde la Google I.O. il y a 1 an et la Google I.O. de cette semaine, enfin d'hier, c'est vraiment, on voit le changement du marché en fait. Il y a 1 an, on était plus sur les assistants, les chats GPT en gros. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'argentique, sur une autre IA finalement. Et donc c'est vraiment la bascule ça symbolise vraiment la bascule du marché. Donc ouais. Oui, c'est vrai qu'on parle quasiment plus de ces assistants conversationnels style ChatGPT ou Gemini Voice, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vrai. Donc, très intéressant. Omni, un truc de dingue quand même. Rappelons ce que c'est Omni, je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai même testé même. Tu as testé oui. Donc, tu pars d'une vidéo que tu as tournée. Oui. Et tu peux modifier cette vidéo comme tu le veux. Exactement, et on est en train d'arriver à encore une nouvelle étape. De toute façon, hier, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, même si pour moi, Sundar Pichai, il a parlé que d'une chose pendant 2 heures, c'était Gemini, et même quand il ne parlait pas de Gemini, il parlait de Gemini, et donc c'était quand même quelque chose... Non mais il faut dire les choses. Et en fait, même il y a des choses qu'ils n'ont pas dites et qui vont être encore vont être visibles, parce qu'on va encore entendre parler beaucoup de Gemini lors de la WWDC dans quelques jours par Apple, parce que Gemini va être dans les iPhones embarqué dans iOS 27. Mais bon, non, ce qui est un truc de dingue, donc par rapport à Omni, puisque en fait, la seule limite, c'est même plus, avant je disais la seule limite, c'est notre imagination, mais là ça va au-delà de tout en fait. Tu mets n'importe quoi, une carte postale, tu donnes juste un début une vieille carte postale des années du XXe siècle, avec une vieille photo en sépia, et tu lui dis voilà, il y a un drone qui va passer là, arriver, et tu donnes 3 lignes de code de scénario. Oui, de prompt. Et voilà, et en gros tu te retrouves avec une vidéo qui va au-delà de tes espérances. Tu dis, je vais mettre qui va restituer le décor qu'elle voit sur la carte postale. Bien sûr. J'ai fait un test, mais un truc de dingue. Des gens dans un désert, et voilà, et donc le drone, et hop, on voit ce qui est distribué comme si c'était des prospectus. J'ai testé. Je pensais même pas que ça pouvait aller au-delà. Je vous montrerai la vidéo tout à l'heure si vous voulez, mais elle est de dingue. Donc ce que je suis en train ce qu'on est en train de vivre, c'est maintenant voilà, il y a plus que maintenant à assembler. On va jouer vraiment les orchestrateurs, à prendre un bout de Claude pour scripter comme il faut ce que l'on a en tête, prendre Omni pour pouvoir réaliser des vidéos, et après faire la diffusion pour des campagnes. Est-ce qu'on a encore besoin de créatifs? Est-ce qu'on a encore besoin de directeurs artistique, est-ce qu'on aura encore besoin... Et on remet encore sur le plat cette question. C'est vrai parce que ça pose énormément de questions. On va encore pousser plein de choses. Sérieux. Fanny, on a l'impression que là, hier soir, Google montrait sa toute puissance finalement, parce qu'ils sont partout en fait. Ils sont dans tous les domaines, et ils rajoutent des couches d'IA dans tous les domaines en fait. C'est ça qui est fou. Alors, c'est pas les seuls à aller dans tous les domaines comme ça. Mais comme le disait tout à l'heure Jérôme, c'est vrai qu'ils ont cette puissance. Google a une force de frappe énorme, à un secteur R&D, des équipes R&D énormes, et en effet, ils ont aussi besoin d'évoluer. Il faut se rappeler, c'est que la barre de recherche Google était en danger depuis quelque temps. On le voyait avec l'évolution justement on va tous demander maintenant plutôt à un agent IA de nous faire une recherche que d'aller taper dans Google. Taper dans la barre de recherche, c'est devenu old school. Et comment ils se réinventent autour de l'IA? Ils les mettent dans tous les produits, c'est normal. Donc là, Jérôme disait, l'année dernière, on parlait à ChatGPT, on parlait à Gemini. Et là, maintenant, on arrive à l'ère agentique. Ils suivent aussi ce que le grand public est capable de faire. Quand tu dis ils n'étaient pas sur les développeurs, oui, parce que les développeurs, c'est encore les geeks, les nerds derrière leurs écrans qui sont en train de préparer tout ça. Et là, on voit qu'eux, ils s'attaquent aussi quand même à attendre et à arriver toujours sur le marché où il y a le plus de clients, le grand public. On facilite, une fois que c'est devenu mainstream, que c'est devenu plus facile à utiliser. Et là, ils le rendent transparent. C'est pas un objet tech
de geek où, comme tu dis, il faut aller dans le cloud, créer ses agents, etc. Même pour vibe-coder, c'est compliqué. Là, c'est intégré dans nos interfaces qu'on connaît, c'est facilité et on ne se rend même pas compte. Le danger que je vois derrière, par contre, c'est la consommation de cloud, de GPU, la façon dont on va rentabiliser tout ça et que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Après, Google est bien armé là-dessus. Ils sont bien armés, mais là, on arrive, quand on regarde et qu'on soulève le capot, il y a quand même des sujets. Moi, je suis fascinée, je suis fan de ça, j'attendais ça. Il y a mon moi de 16 ans qui est en train de se dire c'est génial, et il y a mon moi de 55 ans qui se dit oh là là, on a mis les... Non mais voilà, mais tu parles de la consommation énergétique, enfin de l'impact environnemental de tout ça en fait, c'est ça ? Il y a si tu veux, dans le cloud, etc. C'est génial, il y a un business monstre à faire dans tous les sens, mais comment tu arrives à avoir assez de GPU, tu arrives à produire tout ça, oui, il y a un impact environnemental, il y a un coût, et comment tu le rentabilises aussi ? Parce que là, depuis quelques temps, on parle d'IA, mais qui rentabilise vraiment ? On voit des chiffres et des chiffres d'affaires énormes, mais ce n'est pas des pertes énormes, ce n'est pas rentabilisé. Et d'ailleurs, Google a un peu modifié ses abonnements. Je ne sais pas si vous avez suivi, en baissant un peu les prix, par exemple en offrant YouTube Premium, enfin des trucs comme ça. On voit que c'est pas sec ça. Ils ne savent pas trop comment valoriser. Ça tous à faire des économies, on en parlera peut-être dans un autre sujet pour Meta, mais il faut dire les choses telles quelles. C'est quelqu'un sous couvert de l'anonymat, qui m'avait expliqué que celui qui prenait l'abonnement le plus cher chez Claude à 200 € par mois, en fait, ça coûtait 5 000 € par jour. Pour Claude pas par jour, par mois. Par jour. Si, c'est ce qui... tout dépend de l'usage que tu en fais. Les gros devs, c'est des gros utilisateurs. Mais après, ils sont déjà tous en train de changer les quotas. Mais on est dans la période où c'est pas possible que ça dure longtemps. T'imagines, ça fait 150 000 € par mois. Il y a un décalage. Mais pourquoi ? Parce que quand tu as goûté à ça, quand tu as des devs, moi j'en vois plein des devs, quand tu as goûté à ça, là, au vibe coding et tout, et que tout d'un coup on te dit attends, on va te couper parce que là maintenant c'est x10. On t'a fait goûter à un truc que tu n'as pas envie d'arrêter. C'est de la drogue, ce truc-là, quand tu es un développeur. Non, mais il faut être clair et net. Tu as été le premier à le dire, tu t'enlèverais tes agents là que tu t'es fait. Voilà, t'as pris l'habitude d'avoir plein de mais juste un truc, je vous dis, mais même si on retombe un petit peu plus bas et qu'on se dit, est-ce qu'on pourrait se passer de ChatGPT aujourd'hui ? Moi, oui. Ou d'un assistant. Je pense que notre génération, on a tellement appris à s'embêter, à prendre le temps de faire. Non, mais petit à petit, il y a le poison qui s'infuse. Dans le quotidien, c'est plus productif, après, plus vite. Tu te dis, il y a 15 ans, tu disais est-ce que je pouvais me passer de Google ? Donc ça fait partie du. Oui. Ou alors il y en a qui disaient non, moi je veux pas de smartphone, j'aurais jamais de smartphone. Non, mais ça évolue. Mais en tout cas, on fait tout pour nous rendre accros à ces services. Et à un moment, il y aura un coût. Je me souviens de Jérôme Colombin qui disait en 2004-2005, quand on a eu les forfaits. Je pense que c'est la première conf, on s'est rencontrés d'ailleurs. Tu avais Orange qui annonçait que le forfait moyen des abonnements Internet et téléphonie serait de 150 € par mois. Et Jérôme me disait, jamais de la vie, parce qu'il faut que les gens y mangent, etc. On ne peut pas mettre autant dans la technologie. J'aimerais bien savoir quel est le panier moyen maintenant dans la technologie avec les abonnements Netflix. Alors, l'abonnement télécom a baissé, c'est vrai, ça nous a fait gagner du pouvoir d'achat, mais à côté de ça, c'est vrai qu'avec tous les abonnements qu'on a... toute la famille et tout, on y est toujours à ce fameux panier de 150 € par mois. Donc voilà, ça me fait marrer parce que je me souviens de cette conférence qui date un peu. Mais... il y a plus de 20 ans, le temps passe. C'est le jour où on s'était rencontrés. Oui, Jérôme. Parce que tu parlais de la barre de recherche, ils ont aussi annoncé Google qu'ils rajoutent de l'IA sur le moteur de recherche. Et aujourd'hui, le moteur de recherche, ça reste le plus gros business de Google. C'est ce qui rapporte le plus, en tout cas en termes de chiffre d'affaires. Peut-être pas forcément en termes c'est la vache à lait. Voilà, mais le cloud commence à rapporter aussi pas mal d'argent. Ils ont rajouté de l'IA, et notamment le fait que maintenant, quand tu tapes dans la barre de recherche, tu n'es plus limité par le nombre de caractères et la barre de recherche s'agrandit. Donc, tu peux presque prompter alors. Exactement, finalement. Tu promptes, tu peux même mettre une photo, une vidéo dans la barre de recherche. En fait, donc la barre de recherche devient de plus en plus un chatbot, une interface conversationnelle. Quand tu as sur les résultats, tu auras une fenêtre où tu peux poser des questions
par rapport aux résultats. Donc voilà. Ouais, mais ça, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas chez nous. Alors, c'est pas en France, pas encore. Parce que je vous rappelle que le Search AI, le AI Overview, il est pas sur Google en France. Hein. Non, il n'est pas encore en France. Mais en tout cas, voilà, ils essayent. Et juste et sur la question de la rentabilité, c'est une vraie question qui se pose. Et on parlera de Meta tout à l'heure. Meta, ça, je pense que c'est encore pire. Sur Google, il y a une question qui se pose aussi. C'est ce que vont devenir les recettes publicitaires. Aujourd'hui, les recettes publicitaires de Google, c'est je clique sur un lien, un annonceur a payé pour que le lien soit là, et Google prend de l'argent. Si demain, on ne clique plus sur des liens, comment ils vont gagner de l'argent Google? Alors pour l'instant, il n'y a pas de problème parce que les recettes publicitaires continuent d'augmenter. Le nombre de requêtes continue d'augmenter. Assez paradoxalement, ils disent que le nombre de requêtes sur Google augmente malgré l'IA. Mais bientôt, peut-être qu'un jour, quand il y aura des agents, en plus ils ont lancé des agents de recherche, parce que vous avez vu ça aussi, où tu peux dire je suis intéressé par tel truc et ils vont chercher des agents à chaque fois et puis ils vont t'envoyer des notifications quand il y a de l'info sur ce sujet. Ça serait une bonne question à poser à Sundar Pichai. Comment il voit en fait le pivot de son business model? Non, mais pour l'instant, il ne répond pas en tout cas. C'est le même business chez Meta, la pub, en fait, tout ça, tout le monde, on est captif. De toute façon, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Oui, mais chez Meta, c'est différent parce que la pub, elle est dans ton fil d'Insta, etc. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, le principe même de campagne Google ou Meta, même si elles ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est la même philosophie, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, ils ont repris la main sur le search en faisant ce qu'ils ont fait. Parce que là, ils étaient... Dernière chose, alors qui passe presque inaperçu par rapport à ce flot d'annonces, c'est les lunettes connectées Google Samsung. Pourtant, on adore ça, hein, on est geek au possible, il nous tarde de les tester, mais finalement... Voilà, il n'y a rien de vraiment original, quoi. Google va sortir ses lunettes connectées, un peu la Ray-Ban Meta. C'est ce qui leur manquait peut-être il y a 13 ans quand ils ont fait les Google Glass, parce que c'était des lunettes sans lunettes déjà, sans verre. Donc ça n'était pas terrible. Et c'était peut-être un peu trop avant-gardiste. C'est peut-être plus pour le B2B, je pense, pour les médecins et autres. Non, mais c'était... c'était un HUD. Non, il fallait avoir un œil directeur droit parce que tu n'avais l'écran que dans l'œil droit, ce qui posait problème. Moi qui suis œil directeur gauche, d'ailleurs. Premier test, je leur ai dit, c'est des mecs droitiers. Je vois rien. Non, mais tu peux pas faire le point. Ouais, tu peux pas faire le point. Donc tu avais ça, mais c'était juste pour avoir des infos supplémentaires dans ton champ de vision et il n'y avait pas d'intelligence derrière. Il y avait voilà. Donc, mais ça promettait, ça donnait des idées de SF. Après, c'était beaucoup trop anticipé, mais comme tout, du casque Apple à pour l'instant, on n'a encore rien eu de concret. Là, bon, ça évolue avec l'IA. Est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de l'écran? Il y en a beaucoup qui pensent ça. Moi, je pense qu'on n'est pas encore prêt, mais en tout cas, ça peut simplifier les choses. 2 modèles qui vont sortir. Alors, le premier en octobre prochain. On n'a pas la date encore. Ouais, à l'automne. Voilà, à l'automne. S'il n'y a pas de retard, et puis est-ce que ça sortira en même temps en France qu'aux États-Unis? J'en doute fort. Mais bon, en tous les cas, premier modèle qui sera simple, c'est-à-dire lunettes avec micro, haut-parleur et caméra. Et puis après, un deuxième modèle un petit peu plus tard avec là des écrans intégrés. En fait, c'est plusieurs modèles. En fait, il y en a 2 qui ont été annoncés, mais il y aura potentiellement d'autres modèles. Oui. Ils sont assez ouverts. Et donc, il y a un modèle avec l'écran. Meta a annoncé aussi un modèle avec écran. Mais on est encore loin des lunettes de réalité augmentée qu'on a dans la science-fiction. Donc, ça reste encore assez sommaire, j'ai envie de dire. Oui. Mais c'est vrai que ça a évolué assez rapidement. Le fait qu'on ne parle pas trop, je pense, des lunettes aujourd'hui, alors déjà parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, et après, c'est parce que finalement, ils ont un peu copié ce qu'a fait Meta. Il n'y a pas grand-chose de différence. Oui. La seule différence, c'est que tu as Gemini au lieu d'avoir Meta AI, et puis tu as des choses comme ça. Mais sinon, après, il n'y a rien de très révolutionnaire. Donc, on verra. Je pense que là où ils seront vraiment attendus, c'est sur les vraies lunettes de réalité augmentée. Donc là, on a encore du temps. Ouais. Encore des années à attendre. Et puis dernière chose, bon voilà, étant donné que EssilorLuxottica est complètement verrouillé avec Meta, EssilorLuxottica, c'est vraiment toutes les grandes marques de lunetiers. Et là, le souci, c'est qu'il reste que les miettes finalement pour Google. Et ils ont passé un accord avec deux lunetiers, un coréen, un américain, mais qui n'ont pas l'aura, on va dire, et la touche stylistique d'un Essilor-Luxottica qui a les Ray-Ban, mais qui a aussi Prada, etc. Sur le marché européen et américain, parce que quand tu vas en Asie, tu as les autres lunetiers qui fonctionnent bien et tout. Je peux t'assurer que la qualité des verres est vraiment pas... c'est clair. Donc bon, à voir quel marché ils vont attaquer.
Dans l'actualité aussi, cette bonne nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes en Corée du Sud, une grève d'ampleur a finalement été évitée de peu chez Samsung Electronics, on en parlait lundi dernier. Suspendu jusqu'à nouvel ordre, le syndicat principal à l'origine de l'appel à la grève soumettra au vote de ses membres un accord salarial provisoire. Clarisse Marion nous raconte cette histoire et on revient juste après, bien sûr. L'accord a été trouvé à la dernière minute. Ce matin encore, les salariés prévoyaient de débrayer. Le ministre du Travail s'est félicité que les deux parties aient tenu bon le fil du dialogue jusqu'au tout dernier moment. On ne connaît pas les contours de l'accord négocié entre les syndicats et le patronat chez Samsung. Les représentants du personnel réclamaient notamment une hausse de salaire de 7%, alors que le boom de l'IA profite aux fabricants de puces mémoire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'économie coréenne, puisque Séoul estimait que la grève aurait pu raboter de 0,5% la croissance annuelle du PIB du pays. Samsung produit à lui seul près d'un quart des mémoires à large bande passante utilisées pour les serveurs d'intelligence artificielle. Une grève aurait fait chuter la production mondiale de puces et provoqué une flambée des prix des semi-conducteurs. Voilà, alors on ne se rend pas compte des enjeux qu'il y avait derrière tout ça. On en a un petit peu parlé lundi, mais ils étaient énormes, Jérôme. Ouais. C'est des milliards de dollars. Hein. Juste pour donner un ordre d'idée, Samsung, au premier trimestre, ils ont fait, la branche puce de Samsung a fait 40 milliards d'euros de bénéfices. Donc on peut dire 200 milliards sur l'année, en gros, avec comment ça va. Ils ont récupéré 12% les employés, donc ça fait quasiment 25 milliards d'euros qui vont tomber dans les poches des employés. Il y a 40 000 employés, donc ça fait à peu près entre 500 et 600 000 euros par employé par an. Pas mal. On comprend pourquoi ils ne voulaient pas lâcher le bout, hein, les gars, quand même. Ouais. Mais bon... Est-ce que c'est mérité ? Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, parce que c'est toujours compliqué, mais on voit chez Apple, les salariés sont intéressés aux résultats. Amazon, mais pas autant quand même. Pas autant, c'est clair. Là, en fait, il y a une chose importante, c'est que les employés qui fabriquent les puces, déjà, il y a une demande énorme pour les puces. Oui, donc, c'est devenu un composant stratégique, donc les puces mémoire que fabrique Samsung. Et surtout, ces employés, on ne peut pas les remplacer facilement. C'est des employés qui sont très qualifiés. C'est fabriquer une puce, c'est pas facile. Donc, on va pas aller délocaliser la production ailleurs. Et donc, ils ont un pouvoir finalement assez important par rapport aux patrons, en fait, par rapport à leur entreprise. Donc, et puis en plus, il y a l'État coréen qui s'en est mêlé, qui, je pense, a aussi poussé Samsung à trouver un accord. Donc, il y a pas mal de choses qui fait qu'ils étaient en position de force pour négocier un accord. Mais faut se rendre compte que c'est exceptionnel. En Asie, il n'y a pas de grève, quoi. Là, on est en France. Après, la grève, c'est un truc. En Corée, ils ont des mouvements syndicaux un peu plus différents, mais c'est quand même des pays. Bon, un petit peu plus qu'en Corée du Nord, quoi, par exemple. Mais c'est quand même des pays où, si tu veux, la culture du travail est très différente, où on accepte beaucoup de choses. Oui, il y a une discipline militaire, on va dire. Voilà, et dès l'enfance, etc. Et puis voilà. Et puis surtout, cette boîte, comme tu dis, je crois que c'est 10% du PIB, en fait. Hein. Donc bien sûr que le gouvernement va s'en mêler. Et surtout, ça a un impact mondial. C'est-à-dire que juste une boîte représente quand même un risque pour toute la technologie mondiale. Et ça pose problème. Parce que c'est pas que les téléphones, comme tu dis, c'était les mémoires, mais c'est la DRAM, le NAND, les écrans, le packaging. C'est beaucoup de choses, en fait, Samsung, et on oublie ça. En fait, ils ont fait le coup des cheminots de la SNCF qui se mettent en grève juste avant un grand départ en vacances. C'est un peu ça. Là, le contexte, c'est ironique. Le contexte est tel que finalement, Samsung était obligé de trouver un terrain d'entente. Non, mais pendant des années, on a pensé que l'IA remplacerait les humains, mais en fait, là, c'est ironique. C'est les humains qui ne peuvent pas réaliser complètement le marché de l'IA, et à juste titre, quand on entend ces chiffres-là, on peut comprendre, parce qu'il faut imaginer aussi, ils voient des choses passer, ils voient des chiffres, et ils ont peut-être envie aussi d'avoir une forme de reconnaissance, c'est aussi... Pour l'instant, ils ne peuvent pas être remplacés, mais avec les projets en robotique et en IA, ça va peut-être pousser du coup leurs patrons à essayer de les remplacer. Non, mais ils ont peur d'un effet domino. Quoi. Vous voulez 500 000 euros ? Ok, je vais faire mes 45 000 chèques de 500 000 euros, voilà, mais vous allez voir. Mais dans 2 ans, salut. Alors peut-être pas 2, mais ça va vite, hein, ça va vite. C'est clair, mais ça prouve aussi la toute-puissance de Samsung quand même dans ce domaine-là, parce que Samsung fait quoi ? Fait de la mémoire, je crois, et de la mémoire de très très haute qualité qui est à une vitesse ultra rapide, ce dont a besoin notamment Nvidia, mais beaucoup d'autres. Apple aussi. Apple. Ils ont doublé le prix des mémoires en février dernier pour l'iPhone 17.
Et Apple a même pas sourcillé, je crois, ils ont compris, c'est pas possible autrement. Oui, et puis en plus, Apple, je pense, ça doit avoir des contrats un peu privilégiés, non d'après ce que j'ai compris, ils achètent en fait les mémoires sur plusieurs années. Ils achètent à l'avance. En fait, aujourd'hui, là, donc en fait, ils bloquent les prix, si tu veux. Tu sais, c'est un peu comme le pétrole ou ces choses-là. C'est pas pour les billets d'avion, on n'a pas ça, nous. Non. Bizarrement. Non. Mais là, aujourd'hui, juste pour donner un ordre d'idée, le carnet de commande de 2026, il est rempli déjà, que ce soit chez Samsung ou chez SK Hynix, qui est le concurrent sud-coréen, qui est d'ailleurs même leader sur ses mémoires HBM. Et qui, lui, a récompensé ses salariés. Avec 450 000 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'est ça aussi qui a poussé les salariés de Samsung à monter au créneau. Donc 2026, c'est plein. Et là, déjà, ils commencent à réserver pour 2027. Et ce qu'ils disaient des choses intéressantes, c'était, je ne sais plus si c'était Samsung ou SK Hynix qui disait ça, ils disaient les clients, ils ne négocient même pas les prix, en fait. Et on leur dit, voilà, c'est tel prix, et ils prennent parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a tellement... Parce que s'ils disent non, il y a quelqu'un d'autre qui les prendra. Exactement. Et là où c'était un peu, où ça a des effets un peu pervers, c'est qu'il y a la puce mémoire, donc à la limite c'est l'IA, mais c'est toutes les autres puces aussi. Donc les puces de RAM et NAND, qui sont des puces qu'on a dans les téléphones, dans les PC, qui augmentent de prix, qui augmentent de 50% tous les trimestres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le prochain iPhone, par exemple, est-ce qu'on pourra l'avoir à un prix que de précédents iPhone ou même les ordinateurs? Le marché, ça c'est même impossible à savoir parce que ça augmente tellement le coût des DRAM, par exemple, et des NAND sur un smartphone. Aujourd'hui, ça va représenter 40% du coût au lieu de 20%. Donc, c'est une énorme différence et ce qui va commencer à impacter au-delà de l'IA. Non, et tu vas voir que dans l'IA, ça va être encore pire, parce que là, tu disais, les prix sont bloqués avec des carnets de commandes. Non, c'est que là, même si tu as fait des commandes, sûr, tu avais beau être dans la liste d'attente et avoir ton truc, il y a quelqu'un qui surenchérit et il va commencer à avoir des bagarres. C'est le seul petit nuage, en fait, dans le ciel de Jensen Huang, ça, finalement, parce que ici, il est obligé d'acheter donc ses puces au prix fort, sans doute. Après, il les revend plus cher, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de on va dire, de tarif plafond, si tu veux, tu vois mais bon. Je crois pas. Non. On arrête là ? Ouais. Allez, il est 19h57, on va faire une petite pause et on revient pour la deuxième partie de ce Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être là, toujours avec Fanny, avec Stéphane et avec Jérôme. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Il est 20h pile en ce mercredi soir. Merci d'être avec nous sur BFM Business. C'est Tech & Co, la quotidienne, jusqu'à 21h. Et pendant encore une demi-heure, on va débriefer de l'actu tech du jour. Vous allez voir, elle est très dense. Toujours Fanny Bouton qui est avec nous, directrice quantique chez OVH Cloud. À tes côtés, Fanny, c'est Stéphane Zibi, consultant spécialiste en transformation numérique et en IA. Et puis Jérôme Marin, donc fondateur de cafetech.fr. Et on va repartir avec... cette initiative d'Iliad qui réunit 28 acteurs français au sein d'un consortium autour d'un projet de Gigafactory dédié à l'intelligence artificielle en Europe. Un projet stratégique porté par l'ambition de renforcer la souveraineté technologique européenne et de développer des infrastructures capables de rivaliser avec les géants américains et chinois de l'IA. Valentine Abdi nous explique tout ça et puis après, bien sûr, on réagit. Avec Bull pour les supercalculateurs et les microprocesseurs, Scaleway, filiale d'Iliad pour le cloud, Artefact et Capgemini pour l'industrialisation de l'IA, Ardian pour l'investissement et EDF pour l'énergie, ce projet rassemble l'ensemble de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. La France met en avant tous ses atouts pour accueillir cette future AI Gigafactory. Pour l'instant, seulement 5% des capacités de calcul liées à l'intelligence artificielle se trouvent sur le sol européen, un retard que le projet veut combler, souligne Thomas Reynaud, PDG d'Iliad. On parle d'une puissance de calcul exprimée en mégawatts qui devrait être entre 100 mégawatts et 1 gigawatt, et c'est un investissement cumulé supérieur à 10 milliards d'euros. Iliad prévoit à lui seul 4 milliards d'euros d'investissement. Les acteurs du consortium se sont d'ores et déjà engagés à être des clients de la Gigafactory. Mais le projet compte également sur la commande publique pour être rentable. Cela pourrait représenter jusqu'à 35% des commandes via un appel d'offres lancé prochainement par l'Union européenne. Le consortium ne ferme pas la porte à d'autres acteurs. On pense notamment aux champions français de l'intelligence artificielle, Mistral AI. En tout cas, belle brochette de pépites françaises, un peu dans tous les domaines.
avec donc comme objectif de créer cette Gigafactory qui nous redonnerait un petit peu on va dire, d'autonomie, de souveraineté dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors, tout reste à construire, hein, bien sûr. Sur le papier, ça a l'air très séduisant. Est-ce qu'on a des dates, d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des échéances qui ont été Alors, posées ? en fait, ce qu'il faut quand même préciser... Moi, c'est ce qui m'inquiète en général. Quand on parle d'un truc et qu'il n'y a pas un calendrier derrière... En fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, c'est pas le projet, il existe, mais il n'est pas sûr qu'il va se finaliser, parce que c'est juste un projet pour participer à un appel d'offres que va mettre en place la Commission européenne avec des financements, ou en tout cas avec un engagement de commande publique. Donc le projet en tant que tel, il est dépendant du calendrier de la Commission européenne. D'accord. Et en tout cas, la Commission européenne prend du temps, c'était annoncé l'an dernier, et on ne sait pas vraiment où ça en est. Donc, si la Commission européenne ne laisse tomber ce projet-là... A priori, ils ne vont pas le laisser tomber, parce qu'il y a une enveloppe de 20 milliards qui a été débloquée, mais il y a une question de créer l'appel d'offres, et notamment de négocier avec les États aussi, parce que donc il y a 20 milliards pour 5 gigafactories, 4 à 5 gigafactories en Europe, et donc il faut savoir quel pays aussi. Donc il y a aussi toute une négociation entre les pays. Voilà, donc il y aura un appel d'offres qui sera lancé. Une fois que l'appel d'offres s'est lancé, si Scaleway ou si un autre acteur remporte cet appel d'offres, il pourra commencer le projet. Donc ça prendra plusieurs années. Et c'est forcément, on parle de 2027, probablement 2028 même. Donc ça prend du temps, exactement. Oui, 2027, tu es un peu optimiste. Oui. Enfin oui, en tout cas, le déblocage et qu'on sache quels sont. Je pense que l'appel d'offres sera probablement cette année. Oui. On ne sait pas si on aura les résultats cette année, mais a priori, je pense que la Commission européenne va essayer que ce soit fait cette année en tout cas. Voilà. Alors, beaucoup on va dire, d'acteurs importants. Pas d'OVH. Non, pas d'OVH Cloud dans celui-là, de consortium. Après, des projets de Gigafactory et la façon de le penser différente, en tout cas. Un projet qui est plus européen, avec au moins 6 pays. Et surtout, pas forcément penser que subvention, mais aussi rentabilité. Donc, c'est pas faire des cathédrales de GPU, mais plutôt avoir des GPU raisonnés avec des usages qui vont servir aux clients. Je te pose la question parce que, évidemment, tu représentes OVH Cloud. Donc, il y a d'autres projets, en fait, de Il y a des projets de Gigafactory, mais pensés, oui, différemment. Mais pas dans le cadre de cet appel d'offres, en tout cas. Non, pas dans celui-là, en effet. Mais il y en a d'autres, comme tu dis. Est-ce qu'il y a des projets concurrents européens ? Oui, Oui. Ah bah oui, dans chaque pays. Dans chaque pays. Oui, d'accord. Donc j'ai vu en Allemagne, en Espagne et au Portugal, j'en ai noté un dans chaque pays en tout cas. Tu parlais de 20 milliards, l'enveloppe, là, il y a déjà 10 qui partent. Non, parce que les 20 milliards, c'est l'enveloppe que va débloquer Bruxelles. Sur cette enveloppe, il y aura 3-4 milliards par projet. Ah oui, d'accord. Et après, il y a des investissements privés, etc. Il y a les États qui rajoutent de l'argent. Là, a priori, il n'y a pas d'État d'investissement public. Non. Là, il y aura donc les 10 milliards, ça sera l'investissement. Et encore, franchement, 10 milliards, je pense que si on veut faire 1 gigawatt, on est beaucoup plus que 10 milliards. Ouais. Donc 10 milliards, c'est vraiment la première phase du projet. Ce qu'apporterait Bruxelles, c'est un engagement de commande publique, et l'État français s'engagerait à dire on va vous acheter pour 3-4 milliards de puissance de calcul, et donc ça vous permet d'avoir quelque chose pour lancer la machine, en fait, de dire on va faire ce projet, on a déjà un engagement de 4 milliards ou de 3 milliards qui est déjà là. Ils ont beaucoup insisté sur ça, sur l'appel d'offres, la commande publique, ça ne dépend pas de nous, mais en fait déjà on est prêt, on se donne les moyens d'être prêt. Et c'est vrai que là, le fait qu'ils aient EDF pour la puissance électrique, ça c'est quand même un atout. Ça c'est un atout que les autres consortiums européens n'ont peut-être pas obligatoirement dans leur meuble, parce que j'ai regardé un peu la composition, parce qu'en Espagne, par exemple, c'est Telefonica plus ACS, en Allemagne, c'est Deutsche Telekom et Brookfield, et au Portugal, c'est Altice et NOS. Donc voilà, donc en gros, il n'y a pas l'équivalent, ce que je voulais dire ça pour ça. Et c'est vrai que, moi j'écoutais, il y a eu beaucoup de questions. Ce matin, c'était quand même, on était à la même conf de presse, donc on a pu voir, il y avait beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, et en fait, on avait toujours la même chose. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant, quand même, il y a une expression qu'ils ont dit, on crée une usine à tokens. J'ai trouvé cette expression intéressante, parce que c'est un peu l'état d'esprit. Et ça, par contre, au niveau marketing, par le coup, c'est plutôt intéressant. Après, maintenant, il faut que ça soit la réalité suive derrière. Non, mais c'est très très bien, et en effet, comme on l'a dit, c'est l'électricité, c'est un des points forts de la France pour être sélectionné. L'électricité décarbonée en plus. Voilà, parce que quand on a plusieurs projets européens, évidemment, il y en aura peut-être que 2 ou 3 sur 6 ou 8 qui vont être présentés, qui seront sélectionnés, et c'est un des gros avantages. Et en effet, on a des beaux acteurs dans ce consortium. Après, en effet, c'est à quelle vitesse 10 milliards, c'est bien, mais quand on voit ce qui est injecté aux
États-Unis ou en Chine sur ces sujets-là, c'est pas grand-chose en fait. Donc c'est bien, ça va permettre d'avoir des acteurs souverains, mais jusqu'où on va aller et comment on le rentabilise et comment on va pouvoir le maintenir aussi, parce que tous ces GPU, ils se consomment, ils s'usent très vite et il faut pouvoir rester dans la course. Est-ce que c'est pertinent, à votre avis ? C'est mieux que rien. Actuellement, c'est mieux que rien. On a perdu beaucoup de courses de la technologie. Non, mais alors, pour la souveraineté, je suis un peu polémique, mais à quoi ça va servir ? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises françaises qui vont préférer utiliser cette puissance GPU européenne. Des entreprises européennes, parce que c'est pas que la France qui va consommer. Non, bien sûr, c'est toute l'Europe, bien sûr, mais ils préféreront aller là qu'aux États-Unis ou je sais pas où. Plutôt que d'aller chez Google ou Amazon ou Microsoft. Après, mais est-ce qu'il y aura le même savoir-faire ? C'était ça ma deuxième question, tu vois. Après ça, on verra, mais à l'usage. On verra. Après, c'est sûr que parce que c'est bien beau d'avoir de la puissance de GPU, mais après il faut toutes les couches soft, les API, etc. Mais je crois qu'on est en train de se rendre compte que si tu veux, le futur, c'est pas justement le software, c'est pas le logiciel, c'est aussi le hardware. Et ce qu'il y a en dessous, la couche d'en dessous là actuellement, il faut qu'en Europe on ait ça de nouveau. Donc ça, c'est vachement bien qu'on y aille. Après, est-ce qu'on va savoir faire ? Oui, on sait faire des puces. Après, là, il va falloir quand même qu'on en achète les bons GPU à l'étranger, mais pour les mettre dedans. Mais en tout cas, mais faire un data center et faire ce qu'il faut, on doit pouvoir le faire. C'est combien on va mettre et est-ce que ça suffira pour contenter tout le monde ? Et tu posais une autre question, est-ce que les entreprises européennes vont consommer ? Je peux t'assurer que depuis ce qui se passe géopolitiquement, les commandes augmentent chez les cloud providers européens et il y a un vrai sujet de souveraineté, pas que dans des entreprises privées. C'est aussi, c'est un vrai sujet et je pense qu'un des meilleurs VRP est le président américain actuellement. Il aide à la vente. Ce que disait Octave Klaba la dernière fois au VH Summit d'ailleurs. Il l'a dit, moi. Oui. Vous savez qu'on a eu pas mal de breaking news dans la tech cette semaine. La dernière en date, elle vient de tomber. Dépêche AFP, OpenAI, il va déposer son dossier d'entrée en bourse dans les prochains jours. Ouais, alors c'est une rumeur encore. Voilà. En tout cas, là, ça vient d'arriver. Voilà. Et c'est des médias américains qui remontent l'information avec peut-être le signe d'une possible accélération de son calendrier d'introduction. Après, ils vont déposer le dossier de manière confidentielle. Aux États-Unis, on peut déposer un dossier de manière confidentielle. Ce qu'a fait SpaceX. Ce qu'a fait déjà SpaceX. Ce qui fait qu'en fait, on peut ouvrir la procédure, on peut commencer à faire tous les documents sans que ça débouche forcément. Ouais. On sait qu'il y a un gros débat interne aujourd'hui chez OpenAI entre Sam Altman qui veut aller en bourse le plus rapidement possible et la directrice financière Sarah Frayer qui, elle, dit au contraire, non, on perd trop d'argent, il y a beaucoup de questions sur OpenAI, sur comment ils vont gagner de l'argent. Elle préférait qu'on repousse en 2027. A priori, ce qu'aimerait Sam Altman, c'est arriver avant Anthropic. Parce qu'il se dit qu'il y aura une prime au premier. Oui, au premier, bien sûr. Le premier qui va arriver, c'est lui qui va peut-être décrocher le plus. Alors, c'est pour ça que SpaceX aussi a accéléré son calendrier pour être le premier, parce que maintenant, SpaceX, c'est aussi XAI, donc c'est aussi l'IA. Et donc, il y a une course un peu de vitesse. Donc, à voir s'ils y vont. Après, il faudra voir aussi si les investisseurs veulent mettre à 1500 milliards de dollars de valorisation ou pas. Donc, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, ça vient de tomber. On verra si tout se confirme dans les jours ou les semaines qui viennent. Dans l'actualité aussi, il y a cette info assez intéressante concernant Meta et notamment WhatsApp. Vous l'avez peut-être remarqué, mais WhatsApp s'est ouvert à l'IA depuis quelques mois. C'est-à-dire que vous avez sur votre interface WhatsApp ce petit bouton dont personne ne se sert. Enfin, moi, je ne sais pas si vous en servez. Moi, je l'ai mis en archive. Attends. C'est mauvais signe, ça. Si Mark Zuckerberg nous écoute, il va pas être content, hein, Stéphane. Non, faut mettre les ex et Meta AI en archive, oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ce petit bouton qui vous permettait en fait d'accéder à Meta AI, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin voilà, et ça a été la volonté de Meta de mettre ce petit bouton multicolore à la fois sur évidemment Facebook, mais aussi Instagram. Et Messenger et donc WhatsApp. Le seul problème, c'est que l'Europe a vu ça arriver d'un mauvais œil en disant « Attendez, c'est bien beau votre système, mais il va falloir aussi que l'utilisateur puisse changer cette IA, ce petit bouton qui ne sert à rien, pour que, par exemple, on puisse mettre OpenAI, ChatGPT, ou bien Gemini, ou bien Claude. » Et visiblement, Meta n'a pas trop le choix et va être obligé d'ouvrir en quelque sorte son... C'est le DMA, hein.
C'est le DMA. Non, c'est pas le DMA pour le coup. C'est pas le DMA Non. là-dessus? C'est quoi? Alors là, on est plus. Alors pour l'instant, en tout cas, c'est pas lancé dans la procédure dans le cadre du DMA. Bah, si. Juste pour préciser, c'est pas forcément le petit bouton, c'est le fait qu'avant tu pouvais converser avec. Conversationner, ça fait très c'est grosse conversation, quoi. Tu vois. Mais tu pouvais parler avec d'autres chatbots et ils ont coupé l'accès en début d'année. Donc c'est là, une fois qu'ils ont coupé l'accès, l'autorité de la concurrence italienne, qui a été la première à réagir, a dit attention, ça c'est anticoncurrentiel. Bruxelles a dit également que c'est anticoncurrentiel. C'est pas encore forcément dans le cadre du DMA, même si le DMA devrait s'appliquer. Mais bon, et donc en fait, Bruxelles a lancé une procédure et Meta généralement, c'est pas des gens qui aiment vraiment coopérer, mais là pour le coup ils veulent coopérer parce que il y en a pas beaucoup qui aiment coopérer. Apple, mais eux, ils font ça vraiment. Apple et Meta, c'est quand même les pires, je pense. Ouais. Apple, et là, Apple. oui, mais et là ils commencent à se dire pourquoi pas, parce qu'en tout cas de manière temporaire, en attendant de trouver une solution, de laisser la possibilité d'avoir d'autres chatbots, mais ça serait pas gratuit. C'est-à-dire que Alors au début, ce serait gratuit. ça serait gratuit et au bout d'un moment, quand tu auras atteint un certain nombre de messages, le chatbot devra payer Meta. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que donc j'ai mal compris? C'est-à-dire que c'est par exemple avoir, et c'était le cas au début de ChatGPT, on pouvait avoir ChatGPT dans WhatsApp. Exactement. D'accord. Meta a dit stop, ça suffit. Donc c'est ça qui va revenir. Le petit bouton. Oui, il restera. Il restera Meta AI. On ne pourra pas le transformer. Après, peut-être que dans le cadre du DMA, un jour, on Dans le dira DMA, ce ils petit sont obligés bouton. de l'appliquer parce qu'en fait, quand vous paramétrez un iPhone, Parce que là, je ne c'est sais quoi, le coup double. vous paramétrez le moteur par défaut, le navigateur par défaut. Ouais, bien sûr. Oui, mais non, voilà, Au c'était premier obligé. C'est ça usage. le DMA, c'est qu'on est obligé de paramétrer les trucs. On a le choix. On laisse le choix à la personne, même si on va mettre Safari ou Google à chaque fois en moteur, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est picousé comme ça. C'était juste ça, c'est qu'en fait, je crois que c'est dans l'application, dans la continuité. Après, je sais peut-être que l'origine, j'avais pas l'information, et tu me l'as appris tout à l'heure par rapport à l'Italie, mais en fait, ils sont obligés, de toute façon, la forteresse, ils sont obligés de petit à petit, c'est comme iMessage et les messages RCS, de toute façon, à un moment, ils sont obligés de laisser tomber la forteresse. Par contre, ils ont mis un péage devant, j'ai vu les tarifs, c'était 0,049 centimes et 0,13 centimes par message, ça va coûter une fortune. Les mecs, ils vont se refaire. Ouais, mais là encore, l'Europe va tomber dessus en disant c'est pas possible. Bah, non, mais c'est s'il surtout... applique. Ça me fait penser à l'abonnement que Meta avait dégainé concernant Insta. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour ne pas avoir de la pub, parce que en fait, l'Europe voulait qu'il y ait une formule sans publicité. Et Meta, pour être dissuasif, avait mis un abonnement au départ à 15 € ou 20 €, et puis après, petit à petit, il avait baissé parce que... 8 € aujourd'hui. C'est 8 € parce que... Mais au départ, c'était beaucoup plus cher. Parce que c'est tombé à 8, parce que justement, l'Europe a dit, attendez, 15 €, c'est pas possible. Donc on voit c'est que le début des négociations. Mais en même temps, ça bloque des trucs que peu de gens utilisent. Si tu veux, je pense que c'est presque transparent et qu'ils sont peut-être un peu tordre le bras. Ouais, mais enfin bon, WhatsApp sur... ChatGPT sur WhatsApp, ou Claude sur WhatsApp, ou Gemini sur WhatsApp, ça peut peut-être aussi être une nouvelle manière de converser avec ces IA, non? Bien sûr. Enfin, Ah oui. Mais je pense que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec Siri, en fait, quand ils vont relancer le Siri. Oui. Parce que Siri, a priori, ça sera Gemini, un peu de God d'Apple. Mais Siri, alors là, on est encore plus dans le cas du DMA, parce que Siri, c'est vraiment dans iOS. Et c'est logiquement, dans le DMA, il faut que ce soit interopérable avec les autres solutions. Alors, est-ce que Siri sera considéré comme dans le DMA ou pas? Mais ça sera intéressant de voir ce qui va se passer là dans les prochains mois, quand le nouveau Siri arrivera, en tout cas. Mais je pense qu'à terme, on pourra choisir son IA dans Siri. Un peu comme aujourd'hui, quand vous allumez votre smartphone, vous choisissez votre navigateur, vous choisissez votre moteur de recherche. Oui, ça va devenir des super apps, en fait. Voilà, vous voulez quoi? Vous voulez l'intelligence de Gemini, vous voulez ChatGPT, etc. Et puis, pour Siri, il faudra quand même un petit peu de dev. Je crois que c'est pour ça que là, ils se sont mis Gemini. Mais bon... Ouais. Oui, mais tant que c'est transparent, ça va peut-être enchaîner différents types d'IA derrière, si c'est transparent pour le client. Début juin. Voilà, donc ça bouge du côté de chez WhatsApp et on voit que l'Europe suit tout ça de près. Toujours dans l'actualité du côté de chez Meta, vous l'avez sans doute lu ou entendu, mais là ça s'accélère. On en avait déjà parlé dans Tech & Co il y a plusieurs semaines de cela. Ça y est, c'est le coup d'envoi des licenciements massifs qui arrivent chez Meta. On parle de 7000 employés. 8000. Pardon ? 8000. 8000. Alors, non, il y a 8000 plus 7000. Alors voilà, c'est ça. Il y a 7000 employés qui vont changer de job et qui vont être réattribués en fait, à l'IA et 8000 licenciements secs. Non, en fait, il y en a 15 000 qui ont reçu un mail ce matin. Bon.
c'est pas très cool pour ça. Il y en a 8000 ça fait une sacrée DL, hein, ça. Hein. Voilà, il y en a 8000, c'est ciao, et 7000, c'est ils vont travailler sur l'IA. C'est tout ça peut-être pour financer des GPU ou pour malheureusement pour eux valider une stratégie qui n'a pas marché, jusqu'à même changer de nom de la compagnie, d'aller vers les métaverses. Je pense que voilà, c'est contenter les investisseurs. Peut-être aussi, mais c'est dingue en fait. Pour qu'on ait une idée en fait de l'effectif de Meta, on est à quasiment 80 000 employés. Donc mine de rien, bon alors plus que 10, ah non, 8 000, ça fait 10%. 10%. Oui, mais 7 000 que tu es, ça fait quasiment 20%, quoi. C'est 18% qui sont soit bougés, soit recadrés quand même. Rappelez qu'en 2023, ils ont licencié 20 000 personnes. C'est ça. Donc c'est fou quand même. Hein. Ils avaient réembauché un peu, mais du coup, on va retomber dans on avait parlé à l'époque sur un précédent plateau ici, des sommes folles qu'ils dépensaient pour retrouver les mecs, et ils avaient un peu stoppé un peu tout ça. Ils ont dit on va attendre un petit peu. Et là, voilà, regardez ce qui est en train de se passer. Non, je trouve ça dingue, moi, personnellement. Et en fait, c'est pas les seuls à faire des économies, malheureusement, à travers les employés, quoi. Et je crois qu'il y a d'autres exemples. Bien sûr, il y a Cisco qui récemment, il y a Oracle, il a fait Microsoft, est-ce que c'est des économies ou est-ce que c'est finalement le monde qui change, en tout cas le monde de la tech, la manière dont on se sert du talent des gens, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que l'IA bouscule quand même pas mal de métiers, surtout dans des boîtes de tech comme ça, non ? Enfin, Fanny, toi, tu bosses dans ce type de boîte. Alors, c'est pas forcément que ce que je vois chez OVH Cloud, mais plutôt sur tout le marché, même des startups que je vois grandir depuis 20 ans. Et il y a un moment où, en fait, tu fais des grosses levées de fonds et on te dit il faut embaucher. Et donc, t'embauches. Et des fois, tu te retrouves avec des équipes doublons sur des projets. Tu te retrouves avec des gens qui font moitié moins de boulot parce qu'il y a trop de monde sur un projet. Et tant que tu as l'argent et que tu peux aussi maintenir des talents qui ne vont pas aller à la concurrence, tu le fais. Et puis, il y a un moment où il faut réoptimiser tout ça et shifter. Et là, le monde change très, très vite. Et donc, on se dit, là, il y a tant de salariés, ils sont vraiment plus assez utiles, sûrement, et où il faut faire des coûts. Et donc, je pense que c'est des stratégies comme ça. C'est toutes les boîtes de la tech que je connais qui ont grandi très, très vite ont surembauché à des moments pour ça. Soit avoir beaucoup de talent, soit empêcher que les talents soient à côté. Et à un moment, tu ne peux pas tout garder parce qu'il faut être aussi rentable et efficace. Là, pour le coup, ils l'ont très bien dit, la directrice des ressources humaines, quand elle a annoncé ça en fin avril, elle a très bien dit dans son mémo interne, c'est pour compenser les investissements qu'on fait à côté. Donc c'est très clairement aujourd'hui, l'idée c'est clair, c'est que Meta... c'est du repli en fait, c'est ça. Alors, juste pour donner des chiffres, Meta, l'an dernier, le business de Meta, ça génère 70 milliards de dollars de cash. Ils ont dépensé 72 milliards en investissement. C'est-à-dire qu'ils ont tout l'argent qu'ils gagnent avec Meta, Instagram, WhatsApp, et pas dans les CPU, dans les GPU, dans les data centers. Cette année, ils vont investir jusqu'à 145 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez d'argent qui va arriver des activités pour financer ça. Donc, ils ont déjà levé 155 milliards de dollars d'obligations ces derniers mois. Donc, en fait, aujourd'hui, ils sont là, ils ont beaucoup de dépenses. Alors, ce n'est pas forcément des pertes, parce que les dépenses, on les amortit sur des années, mais ils ont beaucoup de dépenses. Ils ont des investisseurs qui commencent à se dire, mais attendez, c'est quoi toutes ces dépenses ? C'est quoi le modèle économique de Meta dans l'IA ? On l'a pas, il est incapable de le dire. Vers où vous allez ? Exactement. En fait, et donc, on va dire, on va donner un petit os à ronger aux investisseurs. On vire 8000 personnes, on remet 7000 personnes sous l'IA. Voilà. Donc, c'est aussi une question de perception de public, en fait. Oui, c'est presque de la com, c'est ça que tu es en train de dire. Et tout le monde le fait. Oracle a fait la même chose. Ils ont licencié entre 20 à 30 000 personnes parce qu'ils veulent investir beaucoup d'argent pour faire des data centers pour OpenAI. Microsoft le fait régulièrement. Amazon le fait régulièrement. Apple, Google, beaucoup moins, par contre. Oui. Ils n'ont pas la culture de licenciement. Exactement. Mais voilà, c'est le monde aujourd'hui où on est. Et ce que je trouve assez rigolo, non pas rigolo, mais cocasse, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas licenciés parce que l'IA a pris leur travail. Ils sont licenciés pour qu'on achète des GPU pour de l'IA, en fait. Et donc, l'IA, il y a le double truc. Il y a un, tu es licencié parce que ton travail, il n'existe plus. Et deux, tu es licencié parce qu'il nous faut de l'argent pour investir dans l'IA. Tous ces salariés paient aussi les égarements de Mark Zuckerberg sur certaines... on va dire, technologies qui ont été des gouffres financiers. On ne va pas revenir sur le métavers. Enfin, des choses comme ça, mais il a perdu des dizaines de milliards. Oui, beaucoup. Mais sur le métavers, ils ont déjà licencié en début d'année. Ils ont déjà 5500 personnes qui travaillent sur le métavers en début d'année. Donc là, c'est vraiment... c'est un enterrement non officiel, en fait. Du métavers. Le métavers, il n'existe plus. Oui, voilà, c'est non officiel. Ils ne l'ont pas encore annoncé.
Parce que quand même, ou alors ils vont changer de nom, ils vont s'appeler EI Company maintenant. Troisième nom en 10 ans, je ne sais pas. Non, après, ça pose aussi des questions. C'est les grands groupes américains peuvent se permettre ce genre de choses, d'envoyer un mail le matin pour virer les gens. En France, là aussi, c'est une réactivité. Alors, je prône pas ça du tout, je préfère le dire. Mais en tout cas, ça montre une rapidité de shift, de pouvoir faire évoluer des sociétés qu'on n'a pas en France et en Europe, et qui des fois sont beaucoup plus longues à pouvoir réagir et à s'adapter. Ils ont quand même licencié un tiers du bureau en Irlande, là, donc ils sont... Ah oui, parce que c'est des commerces. Oui, mais parce ce sont des simples commerciaux. Et puis c'est pas les mêmes lois qu'en France. Tu feras pas ça ici de la même façon. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Tu dois mettre des plans et puis tu dois donner des chèques pour les gens qui partent et tout. Tu vois, c'est pas. Ouais, c'est clair. C'est sûrement un des plus grands plans de redéploiement de capital humain, je pense, de l'histoire de la Silicon Valley, c'est certain. Parce que quand même, replacer 7000 personnes d'un service à un autre, je sais pas si vous avez rien qu'imaginer. Bon, après, moi, je pense qu'on est encore en pénurie de talent dans plein de boîtes. Puis, il y a encore des guerres. Et puis, vous en allez avoir combien qui vont se dire moi, ça m'intéresse pas, j'ai envie de me barrer. Non, mais ouais, mais c'est ça aussi. Non, mais il y a un sujet humain, quand même, qui n'est pas anodin, quoi. Je sais pas. Moi, t'es commercial et on te dit tu vas travailler dans l'IA, ok les gars, mais après peut-être que chaque poste a été, on va dire, fité pour. Après, je pense qu'il y a aussi, peut-être que tu confirmeras à la fin, mais il y a une grande peur de ces gens-là dans la Silicon Valley ou ailleurs, mais même d'être remplacés en fait. Donc, quand tu es chez Meta, tu es bien payé, tu as des actions gratuites et tout. T'as la cantine gratuite. Ouais, non, mais cantine, même moi, quand j'ai la bouffe gratuite. Moi, je me rappelle quand j'étais dans la Silicon Valley, je me dis, mais en fait, tu peux partir. Il y a des gens qui changent de travail, mais c'est rare quand même de. Tu changes pas de travail si t'as pas une autre offre à côté, en fait, parce que t'as quand même une peur de te retrouver. Et de plus en plus aujourd'hui, parce que vu les coûts là-bas, t'as intérêt à avoir des bons salaires, et pas les salaires d'ici. C'est 5 fois. Il te faut 5 fois ce que tu gagnes ici pour survivre correctement, et en particulier c'est les enfants. Bon, pardon François, mais pour moi c'est sûr que tous les secteurs, nous ça doit nous apprendre un truc, c'est que tous les secteurs d'une certaine manière devront peut-être se réinventer, quel que soit le secteur, la banque, la santé, l'éducation, toutes devront et peut-être réapprendre à travailler. Sinon peut-être on aura des méta-like plans. Ouais, peut-être. Puisqu'on est dans les milliards, autant y rester avec. On est en bonne compagnie. Bon, malheureusement, on les voit passer, on les touche pas, ces milliards. Et quand on voit la valorisation future entre 1750 et 2000 milliards de SpaceX, après l'IPO, ça donne le vertige carrément. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que un article des Échos met en avant le fait que, en privilégiant en quelque sorte SpaceX au détriment de Tesla, Elon Musk peut-être en fait fragiliser Tesla. Oui. Et alors, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que, évidemment, Elon Musk compte sur beaucoup d'investisseurs particuliers qui vont aller investir sans doute de l'argent sur SpaceX, ce qui est déjà le cas sur Tesla. Et est-ce qu'il y aura un effet de vase communicant ? Est-ce que ça ne va pas fragiliser Tesla, qui a aussi besoin de beaucoup d'argent, parce qu'au-delà des voitures, il y a le robotaxi, il y a Optimus, le robot, etc., etc. Je voulais avoir votre avis en 2 minutes là-dessus. Après, fragiliser Tesla, je ne sais pas, ça fragilisera peut-être le cours de bourse de Tesla, mais Elon Musk, le cours de bourse de Tesla, ce n'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus, sachant qu'il a tous les pouvoirs, donc il ne va pas se faire licencier parce que le cours de bourse de Tesla se casse la figure. Ce qui est sûr, c'est que, comme tu l'as dit, Tesla, c'est une entreprise qui, par rapport aux autres entreprises, beaucoup détenues par les retail investisseurs, donc par les particuliers. Peut-être que ces gens-là, ils vont l'argent qu'ils avaient sur Tesla, ils vont peut-être le mettre sur SpaceX, parce que maintenant, avec l'IA, des choses comme ça, peut-être, on verra. Après, les chiffres que tu annonces, moi, j'attends de voir. Parce que SpaceX, ça fait 8 milliards de profits l'an dernier. Pour justifier 2000 milliards de valorisation, faut quand même se lever tôt. Ouais, il en faut beaucoup. Mais après, c'est vrai que c'est une belle réussite technique. C'est une belle réussite, mais avec un potentiel énorme. Oui, mais un potentiel qui est basé, alors comme Tesla, finalement, sur la personnalité d'Elon Musk, sur les projets d'Elon Musk. Donc, si tu crois au projet d'Elon Musk, va investir dans Tesla. Si tu n'y crois peut-être pas, je pense qu'il ne faut pas investir dans SpaceX d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont investir dans SpaceX parce que tu achètes un bout de rêve, tu achètes un bout d'espace, tu achètes un bout d'Elon Musk et c'est le projet le plus dingue. Ouais, et puis tu achètes Starlink. Je pense que tous les gens que je connais, tous les geeks dans l'entourage, c'est un des trucs, une des rares actions, ils vont tous aller en prendre une ou deux juste pour se dire qu'ils en ont une ou deux. Et en fait, vu le nombre de gens qu'il y a sur la planète, je pense qu'ils pensent ça devrait quand même faire une des belles valos. Après, on arrive dans une fenêtre où il y a un nombre
nombre d'IPO, de SPAC, dans le quantique, dans l'IA, il va falloir faire péter le PEL. Il n'y aura pas de l'argent pour tout le monde. Et c'est pour ça que... Je pense que SpaceX, il n'y aura pas de problème. Ils auront l'argent. Je pense. Non, mais en fait, c'est vrai que là tu l'as annoncé avec OpenAI, entre Anthropic qui aussi prépare ce qui fait en pré-IPO également, donc on a celle-ci également, ça commence à faire beaucoup, donc c'est vrai que ça va être des valeurs surdimensionnées par rapport à tout ce qu'on a pu avoir. Il y a quand même, ils ont réussi quand même à mettre encore plus de valeur à SpaceX en intégrant XAI dernièrement. Comment ? Ou pas, parce que c'est quand même un gouffre de pertes XAI. Bien sûr. Mais comme l'IA c'est tendance et que ça fait grimper. Ouais, mais Elon Musk, il a quand même dit au procès là, qui est contre Sam Altman, il a dit XAI, en gros, il a dit c'est nul. Hein. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Il a dit on est tout petit, on est en retard sur OpenAI. Ouais, mais pourquoi il a fait cette intégration ? Parce qu'il a fait cette intégration parce que XAI a besoin de beaucoup d'argent et que personne ne veut réinvestir dans XAI. Et donc, comment on fait pour gagner de l'argent ? On va dire l'argent qui vient de Starlink, on va le remettre dans XAI. L'argent que les investisseurs vont mettre dans SpaceX, je vais le mettre sur XAI. Moi, c'est un petit bout d'IA. Moi, ils ont mis un petit bout d'IA dans SpaceX pour encore plus valoriser SpaceX. Oui, je pense que c'est l'idée, mais je pense qu'en fait, c'est un peu ça l'idée. Oui, non, c'est l'idée, mais Ouais, mais c'est vrai qu'on va regarder ça. Nous, on aura juste les popcorn peut-être pour regarder, peut-être pas les dollars. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, mais c'est juste un dernier truc pour ensuite parler d'Anthropic, OpenAI et SpaceX. Ça serait les chiffres qu'on parle se confirment. Les trois, ça battrait tous les records, mais vraiment des records. Et on aurait les trois en quelques mois finalement. Donc ça serait quand même... Période inédite, jamais vue. Ah ben non, jamais. Non, mais on banalise les 1000 milliards les 1000 milliards de valo, quoi. En compte, t'imagines ? Ouais, c'est dingue. Écoutez, voilà, on vous laisse avoir le tournis avec tous ces milliards et je vous remercie à tous les trois. Merci beaucoup Fanny. De rien. Fanny Bouton, directrice quantique chez OVH Cloud. Mon petit doigt me dit qu'on va parler d'OVH Cloud bientôt. Voilà. Ouais. Je vous en dis pas plus. Chut. Merci beaucoup Stéphane. À très vite. Stéphane Zibi, consultant spécialiste en transformation numérique et en IA. Et merci à Jérôme Marin. Merci François. Fondateur de cafetech.fr. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Jérôme. Et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, revient dans un instant avec une start-up française qui pense aussi aux data centers dans l'espace. Vous savez que c'est un peu le fantasme des Google, mais aussi de Starlink. On va en parler avec Alatir qui sera sur ce plateau dans un instant. Et puis notre rendez-vous avec la Banque des startups LCL, comme tous les mois. À l'occasion du Festival de Cannes, on va parler de vidéo et d'intelligence artificielle avec là encore 2 startups qui seront sur ce plateau. Voilà le sommaire. Vous restez avec nous, la petite pause. Et puis juste après, c'est Julien Thibault qui nous rejoint pour le Tech Flash. Très belle soirée et merci de nous avoir choisis. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Merci d'être là, 20h32 sur BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Et comme chaque soir, on va se plonger dans l'actualité tech du jour. C'est le Tech Flash et c'est avec Julien Thibault. Bonsoir Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, plusieurs grands groupes français dont Orange, EDF, Capgemini, Iliad ou Scaleway portent une candidature française pour accueillir une future Gigafactory d'IA européenne. Les acteurs mettent en avant les atouts français, électricité bas carbone, infrastructure numérique et écosystème IA en forte croissance. Et dans l'écosystème IA, justement, c'est un ouf de soulagement. Samsung a finalement trouvé un accord de principe avec son principal syndicat. Les salariés doivent désormais voter ce plan salarial qui permet pour l'instant d'éviter une grève de grande ampleur. Pour rappel, Samsung joue un rôle clé dans la production de puces mémoire pour l'intelligence artificielle. Et aux États-Unis maintenant, OpenAI pourrait déposer son dossier d'introduction en bourse dans les prochains jours, selon plusieurs médias américains. Le créateur de ChatGPT est aujourd'hui valorisé 850 milliards de dollars. Le groupe chercherait à lever jusqu'à 60 milliards pour financer ses infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Petit détour par l'Europe maintenant, Julien, avec Tesla qui déploie officiellement sa fonction de conduite entièrement autonome en Lituanie. Et oui, le pays devient le deuxième marché européen après les Pays-Bas à autoriser cette technologie sur route ouverte. Une étape importante pour Tesla qui cherche à accélérer son expansion dans la mobilité autonome en Europe. Et on termine avec une bonne nouvelle, la France organisera finalement l'eSport Nations Cup à la place de l'Arabie Saoudite en raison de la situation au Moyen-Orient. Cette compétition internationale, souvent présentée comme les Jeux Olympiques du jeu vidéo, se tiendra donc à Paris en juillet prochain. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur le site ou le
YouTube de BFM Tech pour un nouvel épisode suivant avec Clément Le Saffre. Au programme cette semaine, le boycott de Canal+ et son impact sur le cinéma français. Guillaume Boutin, cofondateur de Sens Critique, s'est penché sur le sujet. On écoute un extrait tout de suite. Et c'est plutôt un avertissement. Il dit en gros, là les gars, vous avez déconné. C'est vrai qu'à côté de ça, alors il soutient aussi ses propres équipes qui, je le disais en tout cas, les équipes historiques, les acquisitions chez Canal, et notamment Laurent Acide, jusqu'à maintenant sont quand même très respectés par la profession. Et lui, il arrive plutôt en mode, attendez, si vous voulez la guerre, on va faire la guerre, moi je m'en fous. Et n'oublions pas surtout un dernier sujet, je trouve, qui est hyper important, que j'ai vu en travaillant un petit peu cette émission. En fait, Canal+ fait le gros de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité à l'étranger, notamment en Afrique. Le territoire français est un territoire évidemment important, historique, mais petit, entre guillemets. Enfin petit en tout cas. C'est la croissance de Canal+ aujourd'hui ne se fera pas ou ne se fera plus en France. Ils ont, je crois, une dizaine de 8 millions, je crois, d'abonnés tout cumulés. Bon, voilà, il y a un moment, la population française, elle va pas grossir. Donc aujourd'hui, il peut aussi se permettre de jouer des bras de fer pendant peut-être 1 an, 2 ans, et de montrer aux gens que voilà, nous enquiquinez pas. Si vous voulez m'affronter, moi je suis prêt et je suis peut-être plus fort que vous. Voilà, et retrouvez épisode suivant sur la chaîne YouTube de BFM Tech, entre autres. Il est 20h35. On va parler maintenant en New Space avec une start-up que je vous présente tout de suite sur le plateau de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. On évoque en ce moment beaucoup cette volonté des géants américains de déplacer en fait la puissance de calcul des data centers, les enlever de notre Terre et de les positionner dans l'espace. C'est un sujet qui devient de plus en plus sérieux et ce qui est intéressant, c'est qu'une start-up française s'y intéresse. Il s'agit de la start-up Alatir et nous avons ce soir son président directeur général, Aymeric Lhomme. Bonsoir Aymeric. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, Alatir est une jeune start-up qui a été fondée en 2023 par vous-même et aussi par Mathieu Chaise. Et vous travaillez sur ce concept encore, évidemment, à grandir et à mûrir, hein, le fait de pouvoir avoir des data centers assemblés et opérés directement en orbite. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui pourrait marcher, à votre avis ? Ah oui, absolument. Non, on est convaincu que les data centers orbitaux seront là, rapidement. Les Américains travaillent dessus, les Chinois aussi, et donc il est essentiel que l'Europe se dote aussi à l'avenir de sa propre infrastructure d'IA dans l'espace. Voilà, c'est ce qu'on s'attelle à faire chez Alatir. Alors, c'est un sujet passionnant parce que les data centers aujourd'hui sont sur Terre, ça consomme beaucoup d'électricité, il faut les refroidir parce que, évidemment, ça chauffe. Et c'est vrai que l'espace sur le papier, c'est un environnement qui est favorable aux data centers. Absolument, oui, absolument. Donc, l'enjeu, c'est de répondre aux défis posés par la croissance exponentielle des besoins d'infrastructures IA sur Terre. Vous les avez cités, l'énergie, la consommation d'eau pour le refroidissement, l'occupation des sols. Voilà. Donc, effectivement, dans l'espace, on a une énergie solaire quasiment, permanente, quasiment illimitée. Voilà, ça c'est le premier bénéfice, le plus important. Et puis, effectivement, on refroidit par dissipation de la chaleur, par radiation dans l'espace. Oui, parce qu'il fait combien là-haut ? Ah ben, si on est, ça dépend si on est exposé au soleil ou pas, mais nous, notre infrastructure aura une face donc, équipée de panneaux solaires qui sera en permanence face au soleil et une face qui sera en permanence à l'ombre. Et là, effectivement, le sujet, c'est d'être capable d'évacuer suffisamment efficacement la chaleur qui est produite. Voilà. Alors, est-ce que vous en êtes où en fait dans ce projet ? Parce que j'imagine que c'est un projet pharaonique. Si Google et Elon Musk s'y intéressent, eux, ils ont des crédits quasiment illimités. Comment, à votre niveau, vous pensez ce projet-là ? Et j'imagine que vous avez des partenaires. Comment ça marche ? Alors, il y a toujours 2 phases dans ces grands nouveaux programmes spatiaux. Il y a une phase de développement et puis ensuite une phase de déploiement. Donc, effectivement, il faudra de très grands capitaux pour passer à l'échelle sur ce type d'infrastructure, mais c'est la même chose pour les data centers terrestres ou pour les autres infrastructures. Ça coûtera plus cher ou pas ? Que sur Terre ? Oui. En 2030, oui. 2030, c'est la date qu'on vise pour le déploiement de notre premier data center dans l'espace. D'accord. En 2030, oui. Et en 2040, probablement pas. Voilà. Probablement pas parce que, évidemment, en passant à l'échelle dans l'espace, on aura des économies d'échelle. Probablement une baisse qui continuera du coût d'accès à l'espace.
et inversement, potentiellement, une hausse des coûts, en tout cas des coûts environnementaux, mais peut-être aussi des coûts d'électricité sur Terre. Parce qu'on évoquait tout à l'heure ce fameux projet, en tout cas ce consortium de beaucoup de boîtes françaises, enfin Iliad, Orange, Capgemini, je ne sais pas si vous avez suivi, pour créer ce data center, cette gigafactory d'IA, c'est 10 milliards sur le papier. Et encore, quand on commence à réfléchir, on se dit que 10 milliards, c'est peut-être pas assez. Là, on compte aussi en milliards ou en dizaines de milliards. Oui, c'est ce que je vous disais. Il y a ces deux phases. La première phase, la phase de développement. Là, il faut mûrir le projet techniquement. Il faut en fait déployer le premier data center. Ouais. Développer le système, le valider technologiquement sur Terre, dans l'espace. Donc sur Terre pour nous en 2027, l'assemblage d'un premier data center modulaire avec des robots, avec nos robots. 2028, la démonstration en orbite. Et 2030, le premier déploiement du premier data center. Et ensuite, on rentre dans une autre phase. Donc là, on va chercher d'autres... C'est-à-dire que vous dites, ça y est, regardez, ça marche. Maintenant, il nous faut de l'argent pour passer à l'échelle. Mais ensuite, on change d'échelle. C'est-à-dire, ensuite, on est sur la croissance d'une société établie qui essaye de faire grandir son infrastructure. La première phase se fait avec des capitaux risques. Et puis, le soutien, surtout sur des projets stratégiques comme celui-ci, des agences spatiales et des institutionnels. Voilà. Donc, c'est cette première phase-là. Effectivement, en 2030, quand on monte qu'un data center en orbite, ça marche, ça a des bénéfices immédiats pour certaines applications critiques, au-delà de l'aspect énergétique, en termes de sécurité, de souveraineté, d'accès global et continu. Voilà. De la défense jusqu'aux entreprises critiques. Ou jusqu'aux banques pour les entreprises régulées, ou jusqu'à la mobilité autonome. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, on est dans une autre phase de développement de la société. Alors, dites-nous en plus sur le projet. Ça serait donc des data centers qui seraient où dans l'espace ? Parce qu'il y a plusieurs orbites. Oui. Donc là, on est où ? Alors, on reste assez bas. Qu'est-ce que vous imaginez ? On est un peu plus haut que les constellations de connectivité, qui sont plutôt autour de 450-500 km, très basses. Mais surtout, on n'est pas sur la même orbite. On se met en orbite héliosynchrone pour avoir, et un peu plus haut, autour de 1500 km, pour avoir en permanence l'énergie solaire. Voilà. D'accord. Donc, on reste relativement bas et on sera, nous, connectés à ces infrastructures de connectivité qui sont le réseau de transmission de la data, qui est infrastructure qui est en train d'être déployée dans l'espace. Et on s'appuiera sur cette infrastructure de connectivité pour ensuite, effectivement, faire circuler l'information. D'accord. Donc, ça ressemble à quoi un data center dans l'espace ? C'est quoi ? C'est un satellite ? C'est plus gros qu'un satellite ? Alors, il y a deux façons de faire. Soit on fait des constellations de satellites. Le fameux projet d'Elon Musk, où il a demandé l'autorisation de déployer jusqu'à 1 million de satellites, et puis d'autres projets actuellement aux États-Unis, avec plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de satellites. Donc ça, c'est une façon de faire. Ce n'est pas la nôtre, et j'expliquerai pourquoi. Nous, on veut assembler des vrais data centers, et un data center, c'est plusieurs mégawatts de puissance, et des latences internes en microsecondes entre les serveurs, etc. Donc, si on veut réellement mettre des data centers en orbite et pas des nœuds de calcul distribués, comme ce sera le cas avec les constellations, dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Les infrastructures sont très très grandes, puisque la puissance est directement relative à la surface de au volume. Il faut assembler en orbite. Mais alors ça pourrait ressembler à quoi un data center dans l'espace en termes de volume ? On a une idée ou pas ? Typiquement, le premier data center que nous voulons déployer en 2030, qu'on pourra déployer avec un lancement, mais un très très grand lanceur, c'est plus de 500 tuiles, 500 hexagones qu'on assemble en orbite. D'accord. Et ça fera 250 mètres de long par 50 mètres de large. Ah oui, c'est un beau bébé quand même. Donc c'est beaucoup plus gros qu'un satellite, quoi. Ça a la taille de quoi ? Ah oui, c'est beaucoup plus gros que en fait, n'importe quelle infrastructure aujourd'hui déployée par l'homme. Même plus que l'ISS. Même plus que l'ISS et surtout 20 fois la puissance électrique de la Station spatiale internationale. Oui. Et après, comment vous communiquez avec la Terre, en fait ? Parce que vous renvoyez, parce qu'il faut une latence qui est très faible. D'ailleurs, vous êtes déjà plus haut que Starlink, donc en termes de latence, ça va être un petit peu moins bon, non, je pense ? Parce que on sait que Starlink est à 500 km. Là, si vous êtes à 1500, ça veut dire que malgré tout, on va perdre quelques millisecondes, non ? C'est pas important aussi, cette rapidité d'exécution ? Alors, on aura en fait des latences relativement faibles. Parce que dans l'espace, évidemment, la data aujourd'hui est transférée par liaison optique, laser, et donc à la vitesse de la lumière. Donc dans l'espace, la data
circulent très rapidement. Et on s'appuiera, ce que je disais, sur toutes les constellations de connectivité en cours de déploiement. L'Europe est en train de préparer le déploiement d'Iris Carré. D'accord. Mais vous vous interdisez pas de travailler, par exemple, avec Starlink aussi ? On aura des accords commerciaux avec différentes constellations. D'accord. Il faut imaginer que les constellations de connectivité qui sont en train d'être déployées sont le réseau de communication, l'équivalent du réseau de communication sur Terre. Et donc, les data centers sur Terre sont connectés au réseau de communication terrestre. Eh bien, nous serons connectés au réseau de communication spatiale qui est en cours de déploiement. Et il y a plus d'une dizaine de constellations aujourd'hui en cours de déploiement. Donc, on aura effectivement tous ces réseaux-là. Non, nous, on pense qu'on aura aller-retour des latences vraiment faibles. Ça ne veut pas dire... Typiquement, si je prends le modèle le cas du véhicule connecté, une partie du calcul sera locale, dans la voiture, dans le véhicule, typiquement pour... on va dire et une partie sera dans le cloud pour la gestion de flotte, l'update des modèles, etc. Il ne nécessite pas une instantanéité parfaite. Il ne nécessite pas une instantanéité parfaite, mais malgré tout, probablement dans certaines régions du monde, on aura une latence beaucoup plus faible en ne passant que par l'espace que si on essaye de passer par les réseaux terrestres pour aller sur le data center régional qui n'est pas forcément juste à côté. On va suivre de près en fait la suite d'Alatyr. Vous prévoyez un tour de financement là bientôt ? Oui, absolument. On lance un tour de financement pour financer la démonstration au sol l'année prochaine et commencer à préparer, à réserver en fait le vol pour 2028. Eh bien, écoutez, bon vent. Merci beaucoup, Émeric Lhomme. Merci de passer sur le plateau de Tech & Co. Et tout de suite, direction la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Sylvain Trinel nous a rejoint. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Alors Sylvain, mécontent du traitement réservé à sa start-up Neuralink, Elon Musk vante ses mérites et la compare, écoutez bien, à un miracle de Jésus. Eh oui, parce que est-ce que Neuralink... On va loin quand même là. Là, on est au niveau de... On est quand même très très haut, on est au niveau de Starlink. Quoi. Exactement, on va à l'église ce soir, dans Tech & Co la quotidienne. Je vais tout vous expliquer. Alors, est-ce que Neuralink va ouvrir la voie à une révolution médicale ? C'est la question que de nombreux chercheurs se posent depuis 2023 avec les premiers essais cliniques. Et cette start-up qui a été fondée par Elon Musk, elle a pour ambition de proposer des implants cérébraux qui ont la capacité de redonner des capacités, justement, à des patients paralysés. Les cas mis en avant ont été largement documentés et médiatisés, mais ce n'est pas assez pour Elon Musk, qui trouve que Neuralink ne suscite pas l'engouement qu'elle devrait pourtant provoquer. Lors d'une conférence qui s'est tenue le 18 mai, le milliardaire a comparé les avancées de sa start-up à des miracles. Je les appellerai des technologies de niveau Jésus, a-t-il même expliqué. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là, notre ami Elon Musk ? Alors bon, on a quand même tenté de déchiffrer un peu. En fait, Elon Musk, il cite tout simplement la Bible. Parce que dans la Bible, Jésus est décrit comme un être divin qui peut guérir les paralysés, rendre la vue aux aveugles et même ramener les morts à la vie. Alors s'il ne convoque pas immédiatement ce niveau de miracle, attention, le milliardaire est tout de même persuadé que Neuralink pourrait être à l'avenir, un avenir pour des milliers de personnes à travers le monde. Les cas présentés par la start-up en fait ça permettent d'en témoigner parce que on a vu un patient tétraplégique jouer à Mario Kart et à Civilization, des jeux qui sont quand même exigeants. C'est vrai qu'on plaisante avec tout ça, mais ce qu'il arrive à faire avec Neuralink est quand même assez impressionnant. Les exemples sont très impressionnants et tout ça grâce à un simple implant mis directement dans le cerveau. On a aussi vu un autre qui était atteint de la maladie de Charcot publier une vidéo sur YouTube et interagir avec sa communauté. Mais Elon Musk, c'est avant tout un entrepreneur, évidemment. Il convient quand même de dire que le véritable objectif de Neuralink et d'une potentielle meilleure mise en avant, c'est une question commerciale. Parce qu'en 2026, l'homme d'affaires, il souhaite que ces implants soient produits à très grande échelle, en tout cas d'ici la fin de la décennie. Il prévoit même de le poser sur des humains qui n'ont aucun problème de santé. Tout ça, c'est le fameux humain augmenté dont on parle assez régulièrement dans Tech & Co la quotidienne. À voir si les autorités sanitaires elles sont du même avis. Et ça, c'est une autre paire de manches, à mon avis. Voilà. Est-ce que tu vas tenter d'avoir un implant d'Elon Musk Pour mieux jouer à Mario Kart, très probablement. Pour jouer à Mario Kart, t'es prêt à tout. Oui, exactement. On a bien compris. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Sylvain Trinel de la rédaction de BFM Tech. Et on va terminer ce Tech & Co avec notre rendez-vous des banques start-up de LCL et Fabrice Marcella qui nous rejoint sur ce plateau.
Tech Co, la quotidienne, les invités. La Banque des Startups LCL, un rendez-vous qu'on retrouve tous les mois avec Fabrice Marcella. Salut Fabrice. Salut François. Ravi de te retrouver, directeur donc de la Banque des Startups chez LCL. Et tu viens nous voir tous les mois pour justement faire un point sur des startups que tu as sélectionnées et qui valent le détour. Et comme nous, on parle d'innovation dans Tech Co, c'est toujours l'occasion de découvrir des pépites intéressantes. D'autant que ce mois-ci, on va parler en divertissement, en plein festival de Cannes. Pourquoi ne pas évoquer l'IA et la vidéo ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai voulu mettre sous le feu des projecteurs des startups du secteur de l'industrie. On aurait dû dérouler le tapis rouge, là. J'ai pas pensé. Oui, mais je pensais le trouver ce soir. Oui, c'est vrai. Bon, la prochaine fois. Voilà. Et en plus, pourquoi j'ai voulu les mettre sous le feu des projecteurs ? Parce que ce sont souvent des startups dont on ne parle pas. D'ailleurs, on a du mal à les comptabiliser en France. On les estime entre 2000 et 5000. Donc, tu vois, l'écart est assez large parce que c'est un secteur qui a beaucoup de verticales. On parle de musique, de production vidéo, de publicité. On regroupe tout ça. De streaming aussi. De streaming. Donc, on ne sait pas trop, en fait, combien elles sont. Et pour autant, elles ont aujourd'hui un marché qui est quand même assez vaste, notamment avec cette arrivée de l'IA qui vient complètement percuter, comme tous les secteurs, vient percuter également ce monde-là. Pourquoi ça vient le percuter ? Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, en fait, on peut produire des courts-métrages, on peut produire des milliers de versions possibles d'une publicité, on peut partir d'un roman. J'ai vu ça, une start-up où on donne le roman à l'IA et l'IA t'en sort un film. Donc, c'est un marché, en tout cas, qui est estimé à 366 millions de dollars. Et on estime une croissance de 26% par an jusqu'à 2032. Donc on voit que le marché est extrêmement vaste. Que 366 millions, moi j'aurais imaginé même des milliards. Ah ouais, mais en tout cas le marché de l'IA génératif, dont je parle. Et ça ne s'adresse pas qu'aux startups américaines comme on peut peut-être le penser. Absolument pas. On a des talents en France, on a des pépites. Et je suis venu avec 2 d'entre elles ce soir. L'une d'entre elles s'appelle Moment Lab. Avec Frédéric Petitpont qui est avec nous. Voilà, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Je le laisserai présenter peut-être. Et la seconde, c'est VOD Factory, aussi une autre très belle pépite, et qui est portée par Julien Vinramaroni. Bonsoir Julien. Bonsoir. Allez, on commence par Moments Lab. Ouais. Frédéric, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites et comment justement vous mélangez la thématique qu'on évoquait avec Fabrice. Donc, nous, on est une société d'une 60aine de personnes. On est basé en France et aux États-Unis. Notamment, on a pas mal de clients à Hollywood également. L'idée, c'est en fait, c'est une plateforme qui va permettre aux ayants droit, donc par ayant droit, on entend, je pense par exemple à un Banijay qui produit Peaky Blinders, Koh-Lanta, Survivor, ce genre de grandes marques qu'on connaît, de exploiter son catalogue de 200 000 heures sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire adapter des formats longs qui ont été conçus plutôt pour le linéaire ou pour Netflix sur des formats très courts. Il faut avoir en tête aujourd'hui, pourquoi ils font ça, c'est que si on regarde 2025, 61% de la vidéo regardée par la génération Z était sur les réseaux sociaux. Donc pas sur le linéaire, pas sur Netflix, non, les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, on ne peut pas faire des contenus de 42 minutes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui regardent des extraits de Koh-Lanta sur leur fil TikTok ou Instagram sans jamais regarder l'émission à la télévision. C'est ça ? Exactement. Et c'est intéressant ce que vous faites parce que j'ai vu que Netflix et Amazon Prime allaient accélérer et adapter leur contenu en vidéo verticale pour qu'on puisse scroller sur les plateformes. Et ça, c'est un très bon point. Et ça amène quand même une question. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la personne reste sur Instagram, sur TikTok aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste parce qu'elle est sur son mobile ? Ou est-ce que c'est plutôt, en fait, une attention en fait, qui a été captée ? Donc, moi, je me pose la question, en fait, sur cela. Par contre, ça pose une vraie question, c'est comment est-ce qu'on écrit une histoire en verticale et comment est-ce qu'on adapte ? Alors, on a des millions d'heures existantes en verticale. Comment est-ce qu'on peut les adapter ? Comment est-ce qu'on peut les choisir ? Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que typiquement... C'est-à-dire que vous, donc, Banijay ou, je sais pas, Media One ou n'importe qui vous donne son contenu produit pour la télévision en 16/9 et vous en faites des extraits qui sont exploitables en vertical sur les téléphones. On va même plus loin que des extraits, c'est-à-dire qu'on va réassembler. Je prends par exemple, imaginons une série comme Friends. On va prendre les centaines d'épisodes de Friends et on va re-raconter la vie de Rachel en 3 minutes sur cela. Donc c'est recréer une histoire en fait. C'est ça. Et pour faire ça en tant qu'humain, soit il faut très bien connaître Friends, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le connaissent très bien. J'imagine que quelques-uns de vos collaborateurs connaissent bien. Voilà, forcément. Et savoir quelle histoire on va raconter.
Mais c'est quasiment impossible en fait pour un humain. Donc c'est ça qu'on va amener, c'est raconter non seulement des formats verticalisés, mais surtout une nouvelle façon de raconter une histoire qu'un humain n'aurait pas forcément. Frédéric, quand tu dis « on », c'est ton IA qui fait ça, c'est complètement automatisé? Effectivement, l'expertise qu'on a, c'est de savoir comprendre la vidéo. On la découpe dans ce qu'on appelle des shots, donc des cuts. On va venir identifier ce qu'on appelle des vecteurs à l'intérieur, écouter ce qui est dit, réaliser, comprendre ce qui peut bien performer, pour derrière venir assembler ça et recréer un arc narratif qui va permettre en fait finalement de transformer tout ce catalogue qui est pas très exposé en revenus. L'idée, c'est vraiment de transformer, je prends une marque Baron Noir, la transformer en marque, par exemple. Tout en gardant, on va dire, l'identité de la série, la volonté du réalisateur de créer une certaine ambiance. Parce que c'est vrai que malgré tout, ça passe dans votre moulinette. Est-ce qu'on ne perd pas certains aspects créatifs ou narratifs ? En fait, si on regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui fait ça ? Il y a des gens qui font ça. C'est les fans, et qui n'ont pas forcément d'ailleurs les droits pour le faire. C'est qu'ils vont exploiter, je ne sais pas, Harry Potter, et ils vont recréer, ou alors utiliser l'IA générative pour recréer. Donc il y a effectivement un enjeu, et c'est pour ça que c'est bien que ce soit les ayants droit qui s'approprient ça, parce qu'ils connaissent en fait les droits, les publications et les restrictions qui sont associées à ces données. Merci beaucoup Frédéric. On va donner la parole maintenant à Julien Vinra-Maroni, président et fondateur de VOD Factory. Alors là, avec vous, bon, déjà vous êtes une boîte bien implantée puisque vous avez été fondé en 2013. Ouais. On est sur le streaming vidéo là. Hein. Donc là, on est plus sur la technique, c'est ça, de diffusion. Effectivement, nous, c'est assez complémentaire de ce que fait Frédéric. Nous, notre vision, c'est que les usages changent. On parle aussi beaucoup du fait que les gens... de plus en plus quittent l'écran de télévision pour aller sur d'autres écrans et d'autres moyens de consommation. Et la grosse révolution des 10 dernières années, c'est la transition du linéaire vers le non-linéaire en grande partie. Donc, c'est-à-dire les grands sites de streaming comme Netflix ou Amazon Prime. Et nous, notre vision là-dessus, ça a été de dire on va mettre à disposition des entreprises plus petites ou locales, en tout cas, de la technologie pour qu'elles puissent faire leur propre site de streaming vidéo avec tout un tas de modèles payants, gratuits. Et aujourd'hui, on rend possible, on facilite la mise à disposition de sites et d'applications de streaming vidéo pour plusieurs dizaines de sociétés en France et dans le monde. Fabrice. Julien, tu as un exemple de client justement qui a... Alors je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Un de nos clients très importants, c'est l'INA, l'Institut National du Visuel. Avec Madeleine. Avec Madeleine. Donc nous, c'est un super service d'ailleurs. Pour l'INA, une plateforme qui s'appelle Madeleine, qui regroupe plus de 10 000 contenus aujourd'hui qui ont été transcodés, stockés, qui peuvent être streamés par les clients grâce à notre technologie. Et du coup, on met à disposition de notre client un site, des applications. On parlait d'ailleurs de l'IA. Nous, on est en train de mettre à disposition aussi des connecteurs d'IA qui vont permettre à toutes les IA de se connecter à nos outils pour pouvoir les animer et les rendre automatiques. Donc, c'est la révolution dans laquelle on est aujourd'hui, où tout d'un coup, la puissance de l'IA rentre dans les outils. Donc, c'est vraiment très excitant pour nos équipes et pour nos clients. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un très bon exemple de client. Mais on fait tout un tas de thématiques. Une des thématiques que nous, on opère nous-mêmes, parce qu'on opère nous-mêmes aussi nos propres sites, c'est Shadows, qui est notre site et nos applications qui sont centrées sur le film d'horreur et le film fantastique. Ah oui, c'est-à-dire que vous êtes sur les deux. Vous êtes en marque blanche. On fait de la technologie. Par exemple pour l'INA, mais après, vous avez vos propres canaux de distribution de contenu avec vos technologies. Exactement. Et donc, du coup, ça nous permet de faire une espèce de vitrine de ce qu'on sait faire, et ça nous permet aussi d'aller toucher des communautés qui sont friandes de contenu qu'elles ne trouvent pas forcément sur des médias plus généralistes. Donc un bon exemple, c'est Shadows, qui est consacré uniquement aux films d'horreur et qui aujourd'hui est lancé non seulement en France, mais dans 8 pays européens. Donc on a vraiment développé depuis 2020 maintenant, donc ça fait 6 ans. Et donc vous êtes arrivé à remplir un catalogue de films d'horreur. Parce qu'après, il faut racheter des droits, etc. On fait des sorties en salle maintenant. Il y a un film que Shadows Film sort dans 15 jours qui s'appelle Saccharine, que je vous invite à aller voir au cinéma, qui est un film australien. Donc voilà, donc on est un peu une marque 360 qui fait du streaming vidéo, bien sûr, sur base de ces technologies, mais qui va s'adresser à toute la communauté sur tous les supports. Une question, une remarque. La première question, c'est pour l'INA, par exemple, ça nécessite un accompagnement de ta part pour pouvoir y mettre tout le catalogue, ou c'est un processus qui est plutôt automatisé?
Et le complément, c'est de me dire, et le commentaire, c'est de me dire, vous avez sûrement des choses à faire ensemble, non ? Oui, d'ailleurs, on en a déjà parlé avant de venir, on a plein de choses à faire ensemble. Mais est-ce que ça nécessite un accompagnement de notre part ? En fait, oui, bien sûr, mais de moins en moins. Et c'est là où l'IA est de plus en plus intéressante. On arrive à automatiser des choses qui, jusqu'à présent, semblaient impossibles. Et maintenant, entre le produit qu'on a créé il y a 6 ans et le produit d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Voilà, et donc bientôt des vidéos verticales faites par... Moments Lab. Voilà, Moments Lab, et qui seront peut-être hébergés chez VOD Factory. Ouais. Hein, voilà, la boucle sera bouclée. C'est parfait. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Frédéric Petitpont, directeur de la technologie et cofondateur de Moments Lab, et merci aussi à Julien Vin-Ramaroni, président et fondateur de VOD Factory. Merci Fabrice. Merci François. On se voit très vite, peut-être à Vivatech. Ouais. Et voilà, parce que tu vas être là-bas en tant que fin limier pour découvrir C'était mes 10 ans aussi avec Vivatech. Et bien voilà, c'est ça, les talents de demain dans le monde de la tech. Et bien voilà, ce Tech & Co est terminé en ce mercredi soir. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée, bien sûr. Les replays et les podcasts de cette émission qui seront disponibles dans quelques minutes. Et puis dès demain, cette émission qui sera aussi exploitable sur YouTube. Vous le savez, puisque maintenant, depuis plusieurs mois, Tech & Co est aussi sur YouTube. Très belle soirée et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.